au matin du dernier jour d'un exercice naval au large de la Floride, au début du mois de février 2015, l'ordre de feu est enfin donné. Un sous-marin nucléaire d'attaque de 30 ans d'âge, 73 mètres de long, 2670 tonnes en plongée, vient de passer plusieurs jours tapis au cœur même du dispositif de protection du groupe aéronaval le plus puissant du monde. Il a évité les hélicoptères anti-sous-marins, esquivé les frégates de guerre, trompé les avions de patrouille maritime P-8 Poséidon, les plus perfectionnés que l'US Navy ait jamais déployés. Il a glissé sans bruit à travers un écran défensif composé de croiseurs lance-missiles de classe Ticonderoga, de destroyers de classe Harley Burke et d'un sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles. Et au matin du dernier jour, la sentence tombe. Le Sénat Saphir, sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale française, coule fictivement l'USS Theodore Roosevelt, porte-avions à propulsion nucléaire, navire amiral du cavalier Strike Group 12, fleuron de la première puissance navale mondiale, y coule également la majorité de son escorte. Le lendemain, la Marine nationale publie un bref communiqué sur son site officiel. Quelques heures plus tard, le communiqué disparaît. Sans explication, sans commentaire, sans trace officielle, il n'en fallait pas davantage pour que l'histoire passe à la postérité. Pour comprendre comment un sous-marin vieillissant, né de contraintes budgétaires sévères et de compromis techniques audacieux, a pu infliger une telle humiliation à la marine, la plus sophistiquée de la planète, il faut remonter à l'origine d'un programme que personne, à Paris, n'était certain de réussir. Au début des années 70, la Marine nationale française se trouve à un carrefour stratégique. Elle vient de mettre en service ses premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNL de la classe Le Redoutable, dont la tête de série a été mise sur cale en 1557 et lancée le 9 mars, 53 ans du général de Gaulle. La dissuasion nucléaire est assurée. Mais la flotte de sous-marins d'attaque, entièrement constituée de bâtiments à propulsion diesel-électrique, les classes Daphné, Narval et Agosta, reste conventionnelle. Et une flotte conventionnelle, aussi performante soit-elle, souffre d'une limitation fondamentale, l'obligation de remonter régulièrement en surface pour recharger ses batteries. Dans l'environnement opérationnel de la guerre froide, cette contrainte est une vulnérabilité stratégique majeure. L'Union soviétique aligne alors des centaines de sous-marins, dont une proportion croissante à propulsion nucléaire. Les sous-marins de classe November, puis Victor et Charlie, patrouillent dans l'Atlantique Nord, menaçant les lignes de communication maritime entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour la Marine nationale, qui doit escorter les SNL et protéger les voies d'approche atlantique, ne disposer que de sous-marins diesel électriques, c'est courir un risque permanent d'être dépassé par la vitesse et l'endurance de l'adversaire soviétique. Les deux seules puissances disposant alors de sous-marins nucléaires d'attaque, dignes de ce nom, sont les États-Unis et l'Union soviétique. La Grande-Bretagne en possède également, mais elle les a développés avec une aide technique américaine substantielle. Dans le cadre des accords de Nassau de 1969-25, la France, fidèle à la logique gaulliste d'indépendance nationale totale, entend construire les siens seuls. Le défi est colossal. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la propulsion nucléaire navale, ce que la France a déjà accompli pour ses SNL, mais de miniaturiser cette technologie pour l'intégrer dans un sous-marin d'attaque beaucoup plus compact. Car un sous-marin d'attaque nucléaire n'est pas un SNL. Il est plus petit, plus rapide, plus manœuvrant. Il traque, il poursuit, il s'embusque. Et ces qualités requièrent une architecture radicalement différente. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne Cocarde pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager votre avis en commentaire. La décision de construire une classe de sous-marins nucléaires d'attaque est prise dans les premières années de la décennie. Le programme prend d'abord le nom de SCNA 60 Oisud, puis celui de classe Provence, les deux bâtiments suivants devant s'appeler Bretagne et Bourgogne. Le projet a une histoire longue et tortueuse. Des études avaient été menées dès la fin des années 60 pour un sous-marin nucléaire d'attaque, le SNA 60 pour un sous-marin nucléaire d'attaque, le CNA 60S et ses 5 variantes, mais ces projets sont enterrés entre fin 1905-2007 et des priorités imposées par le programme SLL. C'est finalement en 1772 que le programme militaire définitif prend forme sous l'appellation SEN 72. Mais dès l'origine, il souffre d'une tension fondamentale entre l'ambition opérationnelle et les réalités budgétaires.
Les ingénieurs de la direction des constructions navales, dont Paul Talboutier supervise le développement conceptuel, parviennent à une solution aussi pragmatique qu'audacieuse: reprendre la forme de coque des sous-marins Agosta, déjà maîtrisée, et y intégrer une chaufferie nucléaire compacte entièrement développée en France. Ce choix technique s'y permet de contenir les coûts de développement en réutilisant une architecture éprouvée, impose des contraintes dimensionnelles extraordinairement serrées. Pour être intégré dans la coque d'un Agosta nucléarisé, le réacteur ne peut dépasser une puissance de 48 MW thermique. C'est précisément autour de cette contrainte que naît la chaufferie K40IET, dont le prototype, baptisé CAP pour chaufferie avancée prototype, est construit et validé en MAT 194. La conception de ce réacteur compact est l'une des prouesses techniques les plus remarquables de l'industrie nucléaire française de l'époque, comparable à ce que seuls les ingénieurs soviétiques et américains avaient réussi à faire. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, les noms régionaux sont abandonnés au profit de noms de pierres précieuses. La classe Provence devient la classe Rubis. Le premier sous-marin reçoit le nom de son illustre prédécesseur, le Rubis, compagnon de la Libération et ancien sous-marin des forces navales françaises libres. Le second, qui devait s'appeler Bretagne, devient le Saphir. La mise en chantier du Saphir est décidée le 25 juin 1957. Elle est réalisée le 1er septembre 1959 dans l'arsenal de Cherbourg, au chantier de la direction des constructions navales. 2 ans jour pour jour plus tard, le 1er septembre, Natchez en Océan. Le Saphir est lancé dans l'estuaire de la Divette. Son premier commandant, le capitaine de frégate Philippe Roy 6000 prend commandement pour armement et essai à la mer le 6 juin 1930 entre deux, dans la cale sèche où le bâtiment reçoit ses équipements. Les essais en plongée s'étendent de juin à octobre 1853, puis en février 1806 actif, le 6 juillet 1854, et le bâtiment est admis au service actif le 6 juillet 1854. Il rejoint l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque, l'ESANA, basée à Toulon, ville dont le sous-marin sera toujours le bâtiment de base jusqu'à son retrait du service. Il est le second des 6 SNL de classe Rubis et ils le seront des 6 SNET de classe Rubis, et il le sera encore 35 ans plus tard. Ce que les spécifications officielles ne révèlent pas immédiatement, c'est la singularité absolue de ce bâtiment à l'échelle mondiale. Avec ses 73 mètres 60 de long, ses 7 mètres 60 de large, son déplacement en plongée de 2670 tonnes, le Saphir et ses sister ships sont, au moment de leur entrée en service, les sous-marins nucléaires militaires les plus compacts du monde. Aucun autre sous-marin à propulsion atomique n'a jamais été construit dans un aussi petit volume. La chaufferie 48, un réacteur à eau pressurisée de 48 MW thermique, alimente 2 turbo-alternateurs qui entraînent un unique moteur électrique de propulsion de 7000 kW, transmettant sa puissance à une seule hélice. Cette architecture turbo-électrique, originale pour l'époque, offre au Saphir une vitesse en plongée de 25 nœuds et une immersion maximale supérieure à 300 mètres. La coque est en acier à haute limite élastique, référencée 80CH, qui lui permet d'atteindre ses profondeurs sans risque de déformation structurelle. Pour les situations d'urgence, un groupe diesel générateur CANT, Pielstick 8PA 4V 1850 SMA de 650 chevaux, assure une propulsion de secours. L'autonomie en mer est de 45 jours, limitée non par le combustible nucléaire mais par les vivres embarqués. L'armement repose sur 4 tubes lance-torpilles de 533 mm disposés à l'avant qui peuvent tirer un mélange de torpilles 17 Mode 2, philo-guidées et de missiles antinavires SM Trenové Exocet à changement de milieu. C'est d'ailleurs le Saphir qui lancera les premiers missiles SM-39 opérationnels en Ayotat 180, inaugurant ainsi une capacité qui n'existait dans aucune autre marine au monde sous cette forme. L'exocet SM-39, éjecté par air comprimé depuis un tube lance-torpille, monte en surface dans une capsule étanche qui se désolidarise à la sortie de l'eau, permettant au missile de reprendre son vol subsonique à basse altitude avec une portée de 50 000 nautiques. Sur le plan électronique, le Saphir embarque le sonar multifonction Deomux 20, une antenne remorquée d'écoute très basse fréquence des UV 62C, un détecteur de radar AUR 13, un système de transmission par satellite Syracuse 2 et le système de combat informatisé TIATAC qui centralise la détection sous-marine, le traitement des informations et la direction de lancement des armes. 2 centrales inertielles, d'abord mini-seins de Sage,
puis plus tard Sigma 40 XP, assurent la navigation. L'équipage compte 70 hommes, articulés en 2 équipages, bleu et rouge, qui se relaient tous les 4 mois. Au-delà des spécifications, la première grande singularité stratégique du programme Rubis est d'avoir été pensé non comme un simple sous-marin d'attaque supplémentaire, mais comme le gardien silencieux de la dissuasion française. La mission principale des SNE de la classe Rubis est d'assurer la sûreté des déploiements des SNEL de la Force océanique stratégique, la FOST, ces sous-marins lanceurs d'engins dont la survie en patrouille est la garantie ultime de la dissuasion nucléaire française, ne sauraient naviguer sans protection contre les chasseurs sous-marins adverses. Les SNA et les escortes les accompagnent dans les premières heures de leur plongée, neutralisent les menaces potentielles. C'est une mission profondément discrète, jamais commentée, jamais photographiée, qui constitue pourtant le cœur de l'emploi des bâtiments de la classe. 2 des 6 Rubis sont en permanence dédiés à cette fonction. Les 4 restants, dont 2 sont en règle générale en maintenance, assurent les missions conventionnelles, lutte anti-sous-marine, protection du groupe aéronaval, renseignement et action anti-navire. Mais la naissance du Saphir ne se fait pas sans douleur. La forme de coque héritée des Agosta, si elle a permis de contenir les coûts de développement, entraîne rapidement un problème opérationnel sérieux. La coque, insuffisamment profilée, génère des perturbations sonores à grande vitesse qui dégradent les performances du sonar. Le sous-marin, qui doit être un prédateur silencieux, produit lui-même les turbulences qui aveuglent ses propres oreilles. C'est une contradiction fondamentale pour un bâtiment dont la survie dépend intégralement de sa discrétion acoustique. En 1976, la Marine nationale décide de traiter le problème à la racine. Elle lance un programme de refonte profonde qui tire son nom du 5e bâtiment de la série, l'Améthyste, construit d'emblée selon les nouvelles normes. Améthyste est un acronyme: amélioration tactique, hydrodynamique, silence, transmission, écoute. Le programme prévoit de remettre les 4 premiers sous-marins, Rubis, Saphir, Casabianca, Émeraude, aux standards du 5e bâtiment. La refonte comprend une coque redessinée en forme d'albacore, plus fusiforme, un pont passerelle enveloppant et un dôme sonar profilé. De novembre 1929 à mai 1939, le Saphir entre en cale sèche pour subir cette transformation complète. Tous les équipements sont débarqués, inspectés, révisés chez les constructeurs. La coque est inspectée intégralement. À sa sortie de bassin, le Saphir est un bâtiment profondément différent de celui qui avait été admis au service actif en juillet 1025-4. Il est plus silencieux. Et un sous-marin silencieux est un sous-marin dangereux. La preuve de ce danger se manifeste pour la première fois, à grande échelle, lors de la guerre du Golfe. En janvier 1900, la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, prépare l'opération Tempête du désert contre les forces irakiennes de Saddam Hussein. Les Sénats de la Marine nationale sont déployés dans la région. Le Rubis, tête de série de la classe, mène des missions opérationnelles dans le cadre du dispositif allié. La présence de sous-marins nucléaires d'attaque français dans le dispositif de la coalition illustre pour la première fois à grande échelle que ces bâtiments, nés d'un programme contraint et critiqué, ont acquis une stature opérationnelle réelle, aux côtés des plus grandes marines du monde. La même année, une anecdote révélatrice illustre la polyvalence de la classe. Le 23 septembre 1985, nos Rubis avaient récupéré en mer 3 agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, dans le contexte de l'affaire du Rainbow Warrior, le navire de l'organisation Greenpeace sabordé par les services français en Nouvelle-Zélande. Cette mission clandestine de récupération d'agents en mer illustre l'autre visage des CN, celui du bras armé discret des opérations spéciales de l'État, agissant là où ni les aéronefs ni les navires de surface ne peuvent opérer sans être vus. En 1999, la crise du Kosovo offre un nouveau théâtre à la classe Rubis. L'OTAN engage ses premières frappes aériennes contre la Fédération de Yougoslavie dans le cadre de l'opération Trident. 3 Cessna, l'Améthyste, l'Émeraude et le Saphir, sont déployés en rotation pour maintenir une présence permanente en mer Adriatique. La mission n'est pas anodine. La marine yougoslave dispose d'une base sous-marine à Kotor, dans les Bouches du même nom, point stratégique d'une importance capitale en Adriatique. La présence continue de sous-marins nucléaires français au large de ces Bouches contribue à neutraliser la flotte yougoslave qui ne s'aventurera pas en Adriatique pendant toute la durée du conflit. La dissuasion sous-marine, silencieuse par nature, remporte ici une victoire que les caméras ne filmeront jamais,
3 bâtiments sur 6 sont mobilisés. La moitié de la flotte opérationnelle, pour tenir un seul verrou stratégique pendant plusieurs semaines. En 2002, dans le cadre de l'opération Héraclès, les SNS sont déployés dans l'océan Indien pour assurer la protection de la Task Force 107-300 Terras lors des opérations menées au large de l'Afghanistan contre les réseaux terroristes. Le Ruby participe à cette mission. Ces déploiements dans des eaux lointaines, loin des zones d'entraînement habituelles de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord, testent la résilience logistique de la classe et la capacité de ses équipages à opérer dans des environnements hydrographiques inconnus. Le 12 septembre 2001, au large de Toulon, le Saphir accomplit une mission d'un type particulier. L'escorteur d'escadre d'Estrée, désarmé et reconverti en cible d'exercice sous la désignation Q4 Aqua, est utilisé pour un tir réel. Le Saphir tire une torpille DTCN F-17 Mo 2. Le dé d'Estrée coule. Pour la première et unique fois de sa carrière, le Saphir détruit un bâtiment réel. C'est un tir de validation autant qu'un exercice. Il prouve que les systèmes de conduite de tir, le sonar, les torpilles et la chaîne de commandement fonctionnent exactement comme prévu dans des conditions aussi proches que possible du combat réel. Le résultat est sans ambiguïté. C'est à cette même période que la contrainte structurelle de la classe Rubis se révèle de la façon la plus aiguë. Lors de l'opération Harmattan, l'intervention française en Libye à partir du 19 mars 2011, 4 des 6 SNS sont engagés, certains à 2 reprises, pour des missions de renseignement au plus près des côtes libyennes. Un SNA scrute les côtes au sonar pendant que le porte-avions Charles de Gaulle opère dans le golfe de Sirte. Mais cet engagement massif a une conséquence directe sur la disponibilité opérationnelle de la flotte. Pendant 4 mois, les SNA ne peuvent plus être déployés dans l'Atlantique. Le chef d'état-major de la marine le dira lui-même aux parlementaires. Avec un taux de disponibilité de 60%, la marine dispose en permanence de 3 ou 4 CNA opérationnels. En Libye, c'est la quasi-totalité de la flotte disponible qui est engagée. C'est dire le poids spécifique de ces bâtiments dans l'architecture de puissance française et la fragilité structurelle d'une flotte trop sollicitée par rapport à sa taille. C'est dans ce contexte des sous-marins au palmarès opérationnel indiscutable mais vieillissant, soumis à une pression de mission permanente, que s'inscrit la mission du Saphir au large de la Floride en février 2015. Le bâtiment a alors 30 ans de service derrière lui. 30 ans d'âge, c'est considérable pour un sous-marin d'attaque. Ses contemporains américains de classe Los Angeles ont commencé à être remplacés par les Virginia dès 2004. Le Los Angeles originel, l'USS Los Angeles lui-même, a été désarmé en 2010. Pourtant, le Saphir est là, en plein Atlantique, et c'est après 2 semaines de patrouille en Atlantique Nord qu'il arrive dans les eaux de la Floride pour participer à un exercice majeur de 10 jours avec la marine américaine. L'exercice porte le nom de COMTUX pour Composite Training Unit Exercise, parfois abrégé C2X. Son objectif est d'entraîner un groupe aéronaval américain. Le Carrier Strike Group 12 s'est estrue 12 avant son déploiement opérationnel dans le golfe arabo-persique où il doit relever l'USS Carl Vinson qui y mène des opérations contre l'État islamique. Ce groupe de combat est composé du porte-avions à propulsion nucléaire USS Theodore Roosevelt, CVN-60 Gatrevienne, 4e bâtiment de la classe Nimitz, lancé en 1884 et commandé en 2015 par le capitaine de vaisseau Daniel Grieco. L'USS Theodore Roosevelt est un monument de la puissance navale américaine. Avec ses 332 mètres de longueur, ses 97 000 tonnes de déplacement à pleine charge, ses 4 réacteurs nucléaires A4 Duplin à vapeur pour une puissance de 260 000 chevaux, il est l'une des structures flottantes les plus imposantes jamais construites par l'homme. Son groupe aérien peut comprendre jusqu'à 90 aéronefs. Pour l'exercice de la Floride, son escorte comprend des croiseurs de classe Ticonderoga équipés du système de défense anti-aérienne Aegis, des destroyers de classe Harloy Burke et un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles, soit l'ensemble des capacités anti-sous-marines de surface, sous-marines et aériennes que l'US Navy peut concentrer autour d'un porte-avions. Les P-8 Poséidon, avions de patrouille maritime les plus modernes de l'US Navy, remplaçant des P-3C Orion, participent aux opérations de chasse aux sous-marins. C'est un dispositif de protection multicouche, multicateur, multicapteur, multiniveau, représentant des décennies d'investissement américain dans la guerre anti-sous-marine, pour un coût global qui dépasse largement les 4 milliards 500 millions de dollars pour le seul porte-avions.
Et c'est contre ce dispositif que le Saphir va être testé. Le scénario de l'exercice prévoit une agression fictive des intérêts américains par des États imaginaires. En réaction, une force navale dirigée par le Theodore Roosevelt est constituée pour parer à toute éventualité. L'exercice se déroule en 2 phases distinctes. Durant la première phase, le Saphir est intégré à la force navale amie en soutien direct du groupe aéronaval américain. Sa mission, mener de la lutte anti-sous-marine en coopération sommaire avec les moyens aériens américains, détecter et pister les sous-marins adverses, transmettre leur position aux autres unités ASEM de la force amie. Le Saphir travaille pendant plusieurs jours aux côtés de l'US Navy, apprenant à connaître les procédures, les fréquences, les rythmes d'une force de combat qu'il doit bientôt affronter. Cette première phase n'est pas anodine. Elle permet à l'équipage du Saphir de comprendre de l'intérieur les mécanismes de protection du groupe aéronaval. C'est une opportunité d'observation tactique que peu de marines au monde ont jamais obtenue. Puis vient la bascule. Dans la seconde phase de l'exercice, le Saphir change de camp. Il rejoint la force adverse, dont la mission est de localiser, pister et attaquer fictivement le Theodore Roosevelt. Et c'est là que l'histoire prend une dimension que personne dans l'état-major américain n'anticipait pleinement. Pendant plusieurs jours, le Saphir manœuvre sous la menace constante des P-8 Poséidon et des hélicoptères anti-sous-marins embarqués. Il est traqué, il est recherché. Le dispositif américain déploie la totalité de ses capteurs, sonars actifs et passifs des navires d'escorte, bouées acoustiques, largées par les aéronefs de patrouille, sonars de coque du sous-marin Los Angeles, antennes remorquées des destroyers radars de surveillance aérienne. Et pourtant, le sous-marin français se glisse discrètement, patiemment, méthodiquement, au cœur du dispositif de protection. Il pénètre l'écran formé par les frégates américaines. Il reste invisible. Il reste silencieux. Avec ses 34 ans d'âge et plusieurs jours de traque sous la menace permanente des aéronefs de surveillance, le Saphir s'est glissé au cœur du dispositif. Au matin du dernier jour, l'ordre de feu est enfin donné. Le Saphir tire fictivement ses torpilles. Le Theodore Roosevelt est coulé, la majorité de l'escorte est coulée. L'exercice prend fin. Le 4 mars 2015, la Marine nationale publie un bref compte-rendu de cet exercice sur son site officiel. Le texte ne mâche pas ses mots. Le Saphir, dit-il, s'est glissé discrètement au cœur de l'écran formé par les frégates américaines, protégeant le porte-avions tout en évitant la contre-détection des moyens aériens omniprésents. Au matin du dernier jour, l'ordre de feu était enfin donné, permettant au Saphir de couler fictivement le Theodore Roosevelt et la majeure partie de son escorte. Le communiqué décrit la performance comme le couronnement d'une mission opérationnelle en Atlantique Nord. Il disparaît de la page officielle quelques heures après sa publication, sans explication. Les raisons de cette suppression n'ont jamais été officiellement expliquées. Plusieurs journalistes de défense, dont Philippe Chaplot pour le blog Ligne de Défense, avaient capturé et reproduit le texte original avant sa disparition. Le communiqué circulait déjà. On ne pouvait plus effacer l'histoire. Ce qui demeure dans la mémoire collective, au-delà du fait militaire brut, c'est la nature précise de ce qui s'est passé. Le Saphir n'a pas simplement évité d'être détecté pendant quelques heures. Il a survécu plusieurs jours à la traque systématique du meilleur appareil anti-sous-marin du monde, avec les avions les plus perfectionnés, les sonars les plus sensibles, les escorteurs les plus récents, et il a maintenu cette discrétion suffisamment longtemps pour se placer en position de tir sur le bâtiment le plus protégé de la planète. C'est une performance qui ne relève pas de la chance ou du scénario favorable, mais d'une maîtrise tactique forgée au fil de décennies d'entraînement intensif dans les eaux les plus difficiles du monde. Méditerranée, Atlantique Nord, Adriatique, Mer Rouge. Il est légitime, à ce stade, de confronter cette performance à celle des contemporains du Saphir dans d'autres marines. Les sous-marins de classe Los Angeles de l'US Navy déplacent 6900 tonnes en plongée, mesurent 109 mètres et propulsés par un réacteur SIG de 165 MW peuvent atteindre 33 nœuds sous l'eau. Ils sont significativement plus puissants que le Saphir sur le plan des performances brutes. Leur successeur direct, les Virginia, déplace 7800 tonnes pour 114 mètres de longueur et leur réacteur S9G développe encore davantage de puissance. Les sous-marins britanniques de classe Trafalgar, du même gabarit que les Los Angeles ou les Astutes plus récents, qui déplacent 7400 tonnes, affichent des performances comparables ou supérieures. En termes de taille, de vitesse et de puissance brute,
Le Saphir est le plus modeste de la catégorie. Un sous-marin 2 fois moins lourd que ses homologues américains ou britanniques, propulsé par un réacteur 3 fois moins puissant. Et pourtant, l'exercice de février 2015 illustre un principe fondamental de la guerre sous-marine. Dans les profondeurs, la taille ne décide pas. La discrétion acoustique, la maîtrise tactique des hommes et des femmes qui servent à bord et la capacité à exploiter l'environnement bathymétrique complexe des eaux côtières constituent les véritables atouts du combattant sous-marin. Et c'est précisément là que le programme AMET Est, combiné à 30 ans d'entraînement opérationnel intensif, a donné à l'équipage du Saphir un avantage que les statistiques de puissance ne révèlent pas. La posture de l'US Navy face à cet épisode mérite également d'être examinée avec nuance. Plusieurs sources proches de l'exercice ont rapporté que des officiers américains avaient salué publiquement les capacités du Saphir à pénétrer les défenses du groupe aéronaval, comme le note Philippe Chapleau dans son compte rendu de mars 2015. Mais la version américaine de l'incident n'a jamais été officiellement publiée. L'US Navy n'a pas confirmé les résultats de l'exercice avec la même précision que le communiqué français. Certains analystes ont souligné que les exercices Comet 2X sont par nature des entraînements conçus pour tester les défenses jusqu'à leurs limites, et que pénétrer un dispositif défensif, dans ce cadre, ne signifie pas nécessairement qu'un adversaire réel y parviendrait dans les mêmes conditions. D'autres ont fait valoir que les conditions d'un exercice contrôlé, avec ses règles d'engagement spécifiques et ses contraintes de sécurité, peuvent parfois favoriser l'attaquant, notamment en limitant le recours à certaines contre-mesures actives. Ces réserves sont légitimes et méritent d'être posées. Ce qui est indiscutable en revanche, c'est que la Marine nationale française a elle-même choisi de rendre cet événement public sur son propre site officiel et que les officiers américains consultés à l'époque n'ont pas contesté la substance des résultats. Il y a une ironie profonde dans le fait que l'USS Theodore Roosevelt soit le bâtiment au centre de cet épisode. Lancé en 1980, l'année même où le Saphir entrait au service actif, le Theodore Roosevelt est le porte-avions de la classe Nimitz le plus contemporain du sous-marin français. Tous deux sont nés de la même décennie, formés dans le même contexte de guerre froide, façonnés par les mêmes contraintes technologiques. En 2015, l'un et l'autre arrivaient au terme de leur carrière respective. Le Theodore Roosevelt subira sa refonte de carburant nucléaire en 2016 et 2017. Le Saphir sera désarmé en 2019. C'est comme si deux soldats de la même génération s'affrontaient une dernière fois avant de rendre les armes. Et c'est le plus petit, le plus discret, le moins spectaculaire des deux qui l'emporte. Le dénouement de l'histoire du Saphir est lui-même extraordinaire. Retiré du service actif à la fin du mois de juillet 2019, après 35 ans de mission, soit 10 ans de plus que la durée de vie initialement prévue de 25 ans. Le Saphir est acheminé vers Cherbourg pour y être démantelé. Mais en juin 2020, un incendie dévaste la partie avant du ST Naperle, le 6e et dernier de la classe Rubis, en cale sèche à Toulon. La ministre des Armées Florence Parly annonce le 22 octobre 2020 que la Perle sera réparée. La solution retenue par Naval Group est radicalement inédite dans l'histoire navale française. La partie avant du Saphir, déjà retirée du service, sera découpée et soudée à l'arrière de la Perle, reconstituant un bâtiment fonctionnel. Inversement, la coque du Saphir est reconstituée en lui soudant l'avant endommagé de la Perle, permettant de conduire cette coque hybride jusqu'au bassin de démantèlement. C'est la première fois dans l'histoire de la Marine nationale qu'un tel transfert de section entre sous-marins est réalisé. Le Saphir, dans sa désintégration même, continue de servir. Il donne une seconde vie à son successeur. Son histoire ne se termine pas dans un bassin de démantèlement, elle se poursuit sous les eaux, dans la coque d'un autre, car pendant que le Saphir effectuait ses dernières missions, la France préparait déjà sa relève. Le programme Barracuda, dont la phase de définition avait débuté en octobre 1989, donnera naissance à la classe Suffren, seconde génération de sous-marins nucléaires d'attaque français, construite par Naval Group à Cherbourg. Le Suffren, tête de série, est mis sur cale le 19 décembre 2007, lancé le 1er août 2019, livré à la Marine nationale le 6 novembre 2020 et admis au service actif le 3 juin 2022. Il est fondamentalement différent de ses prédécesseurs. Avec 4 765 tonnes en surface et 5 300 tonnes en plongée, il est presque 2 fois plus lourd que les Rubis. Il mesure 99,50 mètres. Son réacteur 15, d'une puissance de 150 MW thermique,
Délivre 3 fois plus d'énergie que le K40 du Saphir, son autonomie est de 70 jours contre 45. Il emporte des missiles de croisière navale NDZN à longue portée, en plus des torpilles Et-21 Artemis à guidage par fibre optique et des Exocet SM-39. L'amiral Christophe Prasuk, chef d'état-major de la Marine nationale, l'a dit sans ambiguïté lors de la sortie du hall d'assemblage de Cherbourg en juillet 2019. Les Barracuda sont 10 fois plus discrets que les Rubis. 10 fois. Là où le Saphir avait dû forger sa discrétion dans les compromis de l'Améthéeste et les décennies d'entraînement, le Suffren naît silencieux, doté d'un profil acoustique de conception radicalement supérieure. Le Duguay-Trouin, deuxième de la classe, a débuté ses essais en mer le 27 mars 2023 et a été déclaré pleinement opérationnel en avril 2024. Le Tourville, troisième unité, a été livré à la Marine nationale le 16 novembre 2024. 3 autres bâtiments doivent suivre d'ici 2030, portant la classe Suffren à 6 unités, comme la classe Rubis avant elle. Le programme Barracuda représente un investissement de plusieurs milliards d'euros, intégralement financé par l'État français, intégralement réalisé par l'industrie française. Naval Group pour la coque et l'intégration Technicatome pour la propulsion nucléaire. Ce qui illustre la trajectoire du Saphir, de sa naissance sous les contraintes des années 70, à son coup de maître de 2015 et à sa résurrection partielle dans la coque de la Perle, dépasse largement l'histoire d'un seul bâtiment. Elle dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la puissance sous-marine française, sur les choix stratégiques qui ont permis à une nation de taille moyenne de maintenir une capacité que moins d'une dizaine de pays dans le monde possèdent. Le premier de ces choix est celui de l'indépendance radicale. Là où la Grande-Bretagne a développé ses sous-marins nucléaires avec l'aide américaine, là où la quasi-totalité des programmes d'armement sophistiqués implique aujourd'hui une coopération internationale, la France a construit sa propre chaufferie nucléaire, son propre système de combat, ses propres torpilles, ses propres missiles. Le réacteur 40IV est français. Le K15 qui le remplace est français. La torpille F-17 est française. La torpille F-21 Artemis, qui équipe les Barracuda, est française. L'Exocet SM-39 est française. Cette souveraineté technologique a un coût. Elle est plus lente, plus chère, plus exigeante en ingénieurs et en installations industrielles. Mais elle garantit une autonomie décisionnelle totale. Aucune pression alliée, aucun embargo, aucune décision politique étrangère ne peut priver la France de la capacité à faire plonger, armer et tirer ses sous-marins nucléaires d'attaque. Le second choix est celui du compromis assumé et corrigé. Le Saphir est né d'un compromis, celui de prendre la coque des Agostas pour y loger un réacteur nucléaire. Ce compromis a engendré des problèmes acoustiques qui auraient pu définir la classe par ses défauts, plutôt que par ses qualités. Mais au lieu de renoncer, la Marine nationale a choisi de traiter le problème avec le programme Améthéeste, transformant une limitation en opportunité de mise à niveau total. La leçon est celle-là. Un programme industriel n'est jamais fini. Il se corrige, il évolue, il s'améliore. Les bâtiments qui sortent des chantiers ne sont jamais les bâtiments qui combattent. 30 ans de modernisation continue ont fait du Saphir de 2015 un chasseur redoutable que le Saphir de 1954 n'aurait pas pu être. Le troisième choix est celui de la persistance opérationnelle. Le Saphir devait être désarmé en 2017. Il a servi jusqu'en 2019. La classe Rubis devait être remplacée à partir de 2010. Le premier Barracuda n'est entré au service actif qu'en 2022. Ces glissements ont imposé aux équipages de maintenir des bâtiments vieillissants à un niveau opérationnel de premier rang dans des conditions de disponibilité toujours contraintes. Ils y sont parvenus et le Saphir, au matin de ce dernier jour d'exercice au large de la Floride, avait 30 ans et quelques mois. C'était l'un des plus vieux sous-marins nucléaires d'attaque encore en service dans l'Alliance Atlantique. Et il coulait fictivement le porte-avions le plus puissant de la première puissance navale mondiale. Il y a dans cette image une leçon que les états-majors du monde entier ont méditée depuis le mois de mars 2015, lorsque le communiqué disparu a continué de circuler malgré sa suppression. La leçon dit que le tonnage et le budget ne décident pas seuls des rapports de force sous-marins. Elle dit que la discrétion acoustique, la maîtrise tactique des équipages et la capacité à naviguer dans des environnements bathymétriques complexes constituent une forme de supériorité qui ne se lit pas dans les tableaux de spécification. Elle dit que l'investissement dans la formation opérationnelle, ces dizaines de milliers d'heures passées à chasser et à fuir sous les eaux de la Méditerranée,
de l'Adriatique et de l'Atlantique Nord depuis les années 80. Produit un avantage qui ne s'achète pas, qui ne se transfère pas, qui ne se copie pas. C'est la raison pour laquelle les États-Unis investissent dans le programme AUKUS pour fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie, la raison pour laquelle la France défend farouchement son propre programme Barracuda malgré son coût. Dans les profondeurs, il n'y a effectivement que 2 types de navires. Le Saphir, vieux bâtiment d'une marine moyenne, a rappelé au monde lequel il était. Et ses successeurs, 10 fois plus silencieux, portent cette leçon plus loin encore. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne Cocarde, à laisser un commentaire pour partager votre avis et à mettre un pouce en l'air. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce type de contenu. À très bientôt pour un prochain épisode.